Ce qui est le plus important pour un journaliste, c'est de vérifier. Un journaliste qui publierait une info sans la vérifier, juste sur la base de ses opinions ou juste parce qu'il trouve que ça a bien d'allure, ce ne serait pas un bon journaliste. On ne transmet jamais une information sans l'avoir vérifiée. C'est vraiment probablement la chose la plus essentielle. Puis on a toutes sortes de façons de le faire. Ça peut être de remonter à la source d'une étude scientifique, ça peut être de contacter un expert. Mais il faut vérifier nos informations. Ça, c'est toujours mieux trop que pas assez. Il faut savoir aussi qu'on a dans les salles de rédaction des gens qui sont là pour valider, pour vérifier les faits. Les articles qu'on publie sont toujours relus par de nombreuses personnes, réécrits, validés, pour être certain que l'information qu'on sort est la bonne. Je suis journaliste et je couvre la désinformation en ligne. J'ai pas le choix de sauvegarder absolument toutes mes démarches pour les montrer à mes patrons, à mes réviseurs, si jamais on veut vraiment aller voir si j'ai bien fait mon travail. Donc, ça peut être des captures d'écran, ça peut être des vidéos, ça peut être des verbatims d'entrevues, des courriels, des images, des photos, des appels téléphoniques. Bref, si je fais quelque chose pour un article, c'est sauvegardé dans un dossier à quelque part. En plus de la réécriture, il y a tout un processus de révision autour des articles. Un article, c'est pas le fait d'un seul homme ou d'une seule femme, c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Par exemple, j'ai calculé chez Curium, chaque article est révisé au moins une vingtaine de fois et par 9 personnes différentes. Ce qui fait qu'au final, généralement, on se trompe pas. Mais quand ça arrive, parce que oui, ça arrive, mais c'est très, très rare, ben, on va prendre la peine de le mentionner de faire le correctif et de le mentionner dans le prochain numéro. Il n'y a aucune règle sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut publier n'importe comment, n'importe où, sans vérifier. Un des youtubeurs les plus populaires du monde francophone, pendant la pandémie, avait publié, avant la pandémie, une vidéo où il nous expliquait le plus sérieusement du monde que la Lune est creuse et artificielle. Un journaliste qui publierait ça perdrait sa job. Le problème quand on arrive sur le web, c'est qu'on ne sait pas si ce travail de révision-là a été fait en amont. Donc, on peut avoir autant des articles qui ont été effectivement revisités, validés, mais on peut aussi avoir des articles qui reposent sur absolument rien. Si on est sur un site qu'on ne connaît pas, l'une des premières choses à faire, ça doit être de cliquer sur l'onglet « À propos de nous » ou « Qui sommes-nous ». Ça va nous apprendre plus sur le média, qui il est, d'où il vient, qui le finance. Si on ne retrouve aucune de ces informations-là, ben, il faut se méfier. Maintenant, la désinformation peut être assez sournoise et il y a certains sites qui vont emprunter l'allure de véritables publications scientifiques dans la mise en page, même dans la typographie, dans l'utilisation de jargon. Donc, il faut faire attention et pas nécessairement se fier aux apparences. Quand on connaît pas le site Internet qui publie une information, une des choses à faire, c'est d'aller voir qu'est-ce que d'autres personnes disent sur le sujet. Et ça, dans le jargon du métier, on appelle ça une recherche latérale. Bref, on se fie pas à qu'est-ce que le site dit sur lui-même. On va ouvrir un autre onglet, on va chercher le nom du site, le nom d'un auteur qui nous intrigue, et on va voir ce que d'autres parties, souvent d'autres médias, ont déjà dit sur ce site-là. On peut aussi aller sur Wikipédia. Il y a des gens qui se méfient de Wikipédia, mais à tort, Wikipédia est une excellente source d'information pour avoir l'essentiel sur un sujet. On peut aussi aller plus loin qu'à l'essentiel, c'est-à-dire que Wikipédia va nous dire si un site ou une personne est controversé. Puis pour finir, il ne faut pas oublier les références en bas de la page Wikipédia qui peuvent nous servir pour aller plus loin. Moi, je me prive d'aucune source d'information. J'aime vraiment les puiser un peu partout. Donc, évidemment, dans la littérature scientifique, ça, c'est la base, c'est ce qu'il y a de plus solide. Aussi, évidemment, d'aller voir dans des médias un petit peu plus généralistes ce qui se dit, de contacter des experts aussi, ou même des fois de suivre sur les réseaux sociaux des comptes de personnes qui sont spécialisées dans tel et tel sujet. Alors, comme journaliste scientifique, c'est sûr que je vais privilégier un média traditionnel, reconnu. Le magazine The New Scientist, qui existe depuis plus de 70 ans, ça a pour moi une plus grosse réputation qu'un YouTuber qui est parti il y a 3 mois. Par contre, au-dessus des magazines de vulgarisation, ben, il y a les études. C'est sûr que comme journaliste scientifique, la première chose qu'on doit privilégier, c'est lire l'étude, essayer de la décoder. Et parmi les études, ben, elles n'ont pas toutes la même valeur. Ce qu'on appelle une étude en double aveugle en médecine, ça a beaucoup plus de valeur qu'une étude faite sur 3 personnes. Une étude sur les humains a plus de valeur qu'une étude sur les souris. Puis ce qu'on appelle une méta-analyse, qui est une synthèse de plusieurs études, ben, ça a beaucoup plus de valeur qu'une étude unique qui est arrivée à une conclusion étonnante. D'autres questions qu'on peut se poser sur les études. Les auteurs, par exemple, est-ce qu'ils ont publié autre chose avant?
Dans quelle revue c'est paru? Il y a des revues qui ont plus de poids que d'autres. Est-ce que c'est une étude qui a été révisée par les pairs, c'est-à-dire qu'elle a été relue par des scientifiques, des experts du même domaine? On peut se poser la question de savoir qui a financé cette étude-là. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que le public ait le temps de faire toutes ces vérifications-là. Il y a juste 24 heures dans une journée, et c'est à ça que peuvent servir justement des journalistes scientifiques. Ils ont déjà fait le travail de débroussaillage, de vérification, et on peut se fier au fait qu'il y a déjà un bon bout de chemin de vérification qui a été fait. Vérifier une information, des fois, c'est très facile, ça se fait rapidement. Des fois, par contre, ça prend plus de temps. Des fois, ça prend des heures, des fois, ça prend des jours, des fois, ça prend des semaines, et dans certains cas, pour des grands reportages, ça peut même prendre des mois. Ce travail-là, les journalistes, en le faisant, ils nous l'épargnent, finalement. Parce que moi, comme lectrice, j'ai pas le temps de revérifier la validité de chacun des articles que je lis dans une journée, par exemple. Si on a des doutes ou qu'on n'a pas le temps de faire la vérification soi-même, on peut suivre des équipes dont c'est le travail de faire de la vérification des faits. Il y en a plusieurs, les décrypteurs dont je fais partie, les décodeurs, le détecteur de rumeurs, plusieurs autres en anglais aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller consulter ces sources-là parce que ça nous permet d'économiser du temps et ce sont des sources fiables.